Il pensait qu'elle était simplement capricieuse, mais la vérité se cachait dans sa bouche. Une tumeur avec des cheveux et des tissus ressemblant à des dents se développait silencieusement jusqu'à ce que chaque bouchée devienne douloureuse. Elle avait 2 ans et personne ne l'avait vue venir. Si vous avez déjà cru que l'instinct maternel pouvait sauver une vie, cette histoire est pour vous. Abonnez-vous dès maintenant pour ne pas manquer les histoires vraies les plus poignantes sur la résilience et la guérison. Tout a commencé par un cri, pas comme d'habitude, mais plus aigu, plus urgent. Naomi s'est arrêtée, la cuillère à la main, près de la petite bouche de sa fille de 2 ans. Les yeux de Mia étaient grands ouverts et remplis de larmes. Ses lèvres tremblaient, puis ce cri est revenu, aigu, paniqué, presque instinctif. Elle a pleuré, s'est recroquevillée et a refusé d'ouvrir la bouche. Naomi se restait figée pendant une seconde. Mia n'avait jamais pleuré comme ça, pas même lorsqu'elle était tombée ou malade. Quelque chose dans ce cri a saisi Naomi et lui a serré le cœur. C'était juste le déjeuner. Un petit bol de riz moelleux et une soupe miso, comme ils en avaient mangé des centaines de fois auparavant. Mais ce cri avait quelque chose de différent. David, assis en face d'elle, leva les yeux de son téléphone. « Encore ?» demanda-t-il doucement, les sourcils froncés. Naomi acquiesça lentement en posant sa cuillère. Son cœur battait à tout rompre. Elle ne mangerait pas. Cela faisait 3 jours de suite. On aurait dit qu'elle souffrait. Mia gémit à nouveau et tendit les 2 mains en quête de réconfort. Pas de nourriture. Naomi la souleva doucement et posa son petit corps tremblant contre son épaule. Sa peau était chaude, mais elle n'avait pas de fièvre, pas d'éruption cutanée, pas de gonflement. Juste de la peur dans la voix et un refus de manger. Ils en avaient déjà ri auparavant. Mia était difficile en matière de nourriture. Elle n'aimait pas les épinards ni rien de vert en général. Mais là, ce n'était pas de la difficulté, c'était de la douleur. Cette nuit-là, Naomi resta éveillée à ses côtés. David. La maison était silencieuse. À l'exception du doux ronronnement, de l'humidificateur et de la respiration de Mia dans le babyphone. Naomi avait les yeux fixés sur le plafond. Quelque chose la titillait. L'intuition maternelle, ce sens primitif qu'aucun test ne peut mesurer. Le lendemain matin, ils se rendirent chez leur pédiatre. Le docteur Sakamoto était gentil et expérimenté. Le genre de médecin qui utilise des autocollants et des blagues gentilles. Il examina Mia. Les oreilles, la gorge et l'abdomen de Mia étaient normaux. « Il peut pas dire... »« Probablement une poussée dentaire, » dit-il en souriant. « Elle est à cet âge. Les molaires peuvent être douloureuses. » Naomi acquiesça, mais elle restait inquiète. Elle voulait y croire. David posa quelques questions supplémentaires. Ils repartirent avec de l'ibuprofène pour bébé et la recommandation de lui donner des aliments froids. Mais les jours passèrent et les pleurs de Mia s'intensifièrent. Elle repoussait la nourriture. Parfois, elle criait avant même que la cuillère ne s'approche. Naomi a tout essayé. Des purées de fruits, des œufs mous, même de la crème glacée. Rien ne fonctionnait. Puis Mia a commencé à perdre du poids. Au début, ce n'était pas dramatique, juste un peu moins de joues, un peu plus d'espace à la taille de ses pantalons. Mais Naomi l'a remarqué. Comme toutes les mères le remarquent, elle a ramené Mia chez le médecin, puis chez un autre, puis chez un dentiste. Personne ne voyait rien d'alarmant. Pas de rougeur, pas d'ulcère. Un médecin a même suggéré qu'il s'agissait d'anxiété. David, toujours rationnel, essayait de la réconforter. Les enfants passent par des phases. Tu te souviens quand elle a refusé de porter des chaussures pendant une semaine? Mais là, c'était différent. Un après-midi, alors que Naomi nourrissait Mia sur le sol du salon, sa fille s'est écartée brusquement et a pleuré si fort qu'elle a vomi. Cette nuit-là, Naomi n'a pas fermé l'œil. Assise sur le bord du lit, elle a parcouru des articles, des blogs, des revues médicales. Quelque chose en elle se dérobait. Et si ce n'était pas une poussée dentaire, si c'était quelque chose de pire, quelque chose de rare, quelque chose de caché... David la trouva le lendemain matin, les yeux rougis, son ordinateur portable ouvert à côté d'elle. « J'ai besoin de réponses, » murmura-t-elle. « Il nous manque quelque chose. » Il ne discuta pas. Ils se rendirent à l'hôpital pour enfants de Tokyo cette semaine-là. Une recommandation les conduisit à un ORL pédiatrique. Naomi raconta à nouveau l'histoire. Chaque repas, chaque pleur, chaque gramme perdu. Le docteur Ishida écouta. Puis il fit quelque chose que les autres n'avaient pas fait. Il demanda à Naomi de nourrir Mia devant lui. Naomi s'assit sur la table d'examen, une cuillère à la main. Mia s'assit sur ses genoux, méfiante. Lorsque la cuillère s'approcha de sa bouche, Mia sursauta et se mit à pleurer. Le docteur Ishida se pencha en avant.
Puis il prit un petit instrument incurvé et examina délicatement la gencive supérieure de Mia, juste en dessous de la ligne gingivale, juste au-dessus des molaires. Il s'arrêta, ses yeux se plissèrent. « Je vois quelque chose, dit-il doucement. C'est petit, mais inhabituel. » Il haigne. La gencive supérieure de Mia. Là, sous la ligne gingivale, juste au-dessus des molaires, il s'est arrêté. Il a plissé les yeux. « Je vois quelque chose, a-t-il dit doucement. C'est petit, mais inhabituel. » Il n'a rien dit de plus ce jour-là, mais quelque chose dans son ton a changé l'atmosphère de la pièce. Naomi a su à ce moment-là que tout allait changer. Les jours qui ont suivi se sont écoulés dans un calme que seule la peur pouvait créer. Naomi se mit à compter, mais pas de manière ludique comme elle le faisait avec Mia lorsqu'elles empilaient des blocs ou pointaient les oiseaux dans le parc. C'était différent. Elle comptait les grammes que Mia mangeait, les minutes entre chaque pleur, le nombre de fois où Mia détournait la tête avant qu'une cuillère n'atteigne ses lèvres. Elle comptait la perte de poids, d'abord quelques grammes, puis près d'un demi-kilo en 2 semaines. Chaque soir, Naomi s'asseyait à la table de la cuisine avec son cahier et son stylo, son écriture rapetissant à chaque nouvelle ligne. On aurait dit le récit d'une bataille silencieuse menée par une mère. Dates, réactions, heure de la journée, refus du petit déjeuner, 2 larmes versées pendant le déjeuner, cris aigus, dîner. Uniquement de l'eau, légère tremblote de la lèvre inférieure. David essayait de rester calme. Il continuait d'aller travailler, de prendre ses médicaments. Il emmenait Mia faire de douces promenades en poussette et l'encourageait. Il disait à Naomi que cette phase, comme beaucoup d'autres, passerait. Il prononçait ces mots avec gentillesse. Mais Naomi y entendait autre chose, une hésitation, un souhait plus qu'une vérité. Pendant ce temps, Mia était devenue plus calme. Ses rires, autrefois spontanés et contagieux, étaient devenus rares. Elle s'accrochait davantage. Elle touchait parfois sa joue, frottant juste au-dessus de la mâchoire. Il n'y avait pas de gonflement, pas de ecchymose visible, juste ce même refus obsédant de manger. Elles retournèrent chez Dr Ishida la semaine suivante. Cette fois, le médecin demanda un examen plus approfondi. Juste pour écarter toute possibilité, dit-il d'une voix calme mais alerte. Naomi connaissait ce ton. Elle l'avait déjà entendu dans sa propre voix, lorsqu'elle ne voulait pas effrayer David. L'IRM fut programmé 3 jours plus tard. Pendant ces jours-là, Naomi lut tout ce qu'elle pouvait trouver. Des articles sur les troubles alimentaires, les anomalies du développement, même des revues médicales étrangères qu'elle devait traduire à l'aide d'outils en ligne peu pratiques. Tardant la nuit, le visage baigné par la douce lueur de l'ordinateur portable, elle cherchait et faisait défiler les pages, les yeux rougis mais déterminés. Le jour de l'examen arriva comme un procès. Ils entrèrent tôt dans le service de radiologie de l'hôpital et Naomi serra Mia dans ses bras pendant que les infirmières expliquaient la procédure de sédation. Mia pleura, bien sûr, mais cette fois, ce n'étaient pas les mêmes pleurs. Elle était plus calme, fatiguée, comme si elle savait que quelque chose allait arriver. Naomi embrassa le front de sa fille et lui murmura une berceuse que seules elles deux connaissaient, puis regarda ses paupières s'alourdir sous l'effet du médicament. David se tenait à côté d'elle, silencieux, une main posée sur l'épaule de Naomi. L'examen dura 1 heure qui s'étira comme un élastique, longue et tendue. Naomi était assise, agrippant la bandoulière de son sac à main, les jointures des doigts pâles. David essaya de lire un magazine d'Ipto, mais il tourna 5 fois la même page. Puis la porte s'ouvrit. Le docteur Ashida entra avec un technicien. Il ne souriait pas. « Il y a une masse, » dit-il doucement, dans la mâchoire supérieure gauche, enfouie dans le palais mou. Naomi retint son souffle. David baissa les yeux vers le sol. « Nous devons faire d'autres examens, » poursuivit le médecin. « Ce n'est pas cancéreux. Du moins, pas d'après ce que nous voyons, mais ce n'est pas courant. » Il n'a pas dit « pas encore. » Tétra, 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 Le mot « masse » résonnait dans l'esprit de Naomi comme un nuage de rage qui refusait de passer. Elle le répétait en silence, en lavant les biberons, en pliant le linge, en regardant par la fenêtre les trains qui passaient. « Masse » Cela semblait clinique, inoffensif même.
Mais derrière ce mot se cachait quelque chose de plus profond, de plus sombre, un vide rempli de possibilités qu'aucun d'entre eux n'osait exprimer. L'hôpital a programmé un suivi avec un spécialiste en chirurgie maxillofaciale pédiatrique. Naomi a griffonné le nom dans son agenda d'une main lourde et l'a souligné 2 fois. Dr Erota, un nom qui, pour une raison quelconque, avait du poids avant même qu'elle ne le rencontre. On disait qu'il traitait des cas complexes de malformations crânio-faciales depuis 2 décennies. Il saurait quoi faire. David libéra son agenda. Il ne disait plus des choses comme « ce n'est qu'une phase ». Il n'essayait plus de normaliser l'étrange. Il se tenait désormais à côté de Naomi, non plus comme un bouclier, mais comme un partenaire tout aussi effrayé. Lors de la consultation, le docteur Eroda étudia les IRM en silence, ajustant de temps à autre ses lunettes. Naomi était assise sur le bord de sa chaise, les doigts crispés autour d'un paquet de mouchoirs qu'elle n'avait pas encore touché. Quand il prit enfin la parole, sa voix était calme, mais pas indifférente. Il décrivit ce qu'il voyait. Une lésion nichée près de la jonction entre le palais dur et le palais mou, probablement encapsulée dans des composants de densité irrégulière pouvant indiquer différents types de tissus. Elle ne se développait pas rapidement, mais occupait un espace vital pour l'alimentation, la parole et le développement. Naomi écouta attentivement chaque terme, les enregistrant profondément. Terterma. Le mot finit par sortir. Un type de tumeur composé de tissus provenant de plusieurs couches germinales. Souvent bénigne, mais imprévisible, rare à cet endroit, surtout à cet âge. Il faudrait l'enlever rapidement. Elle lui demanda quels étaient les risques et il lui expliqua clairement une intervention chirurgicale près des nerfs faciaux, un impact potentiel sur le développement de la parole, des difficultés d'alimentation pendant la convalescence, mais le fait de la laisser en place présentait également des dangers. Douleurs chroniques, retard de la parole ou pire, invasion plus profonde des tissus. Naomi acquiesça lentement, chaque détail s'imprimant dans son esprit. Ils fixèrent la date de l'opération. Pas le mois prochain, pas dans quelques semaines, mais dans 5 jours à compter de ce moment-là. Assez de temps pour se préparer, mais pas assez pour trop réfléchir. Naomi savait toutefois qu'elle le ferait quand même ce soir-là, après avoir couché Mia. Elle et David s'assirent dans le salon. Les lumières étaient tamisées, la télévision éteinte. Aucun des deux ne parla pendant un moment. Naomi fixait la faible lueur du babyphone, observant la lumière verte clignoter doucement à chaque respiration. Mia prit. David versa du thé pour eux deux et posa tranquillement la tasse de Naomi près de sa main. Son visage semblait plus vieux, marqué par l'inquiétude, adouci par la peur. Naomi prit sa main et la serra. C'était la seule réponse qu'elle avait aux 1000 pensées qui tourbillonnaient dans leurs esprits. Plus tard dans la nuit d'eau, elle reprit ses notes, celles qu'elle avait prises depuis ce premier cri pendant le déjeuner. Les pages lui semblaient plus lourdes, l'écriture plus sombre. Elle ajouta une ligne. L'IRM a confirmé la masse. Probablement 1 tératome. Opération prévue. Elle fixa les mots, puis le plafond. Tout avait commencé par une cuillère, un simple refus, l'intuition d'une mère. Maintenant, c'était une tumeur avec un nom et une date d'ablation. Alors que l'aube pointait à travers les fenêtres, Naomi regardait sa fille dormir. Le visage de Mia était paisible, épargné par la connaissance et la peur. Elle n'avait aucune idée de ce qui l'attendait. Naomi se pencha et embrassa son front en murmurant non pas des promesses, mais sa présence. « Je suis là », dit-elle doucement, plus à elle-même qu'à Mia. Peu importe comment les jours précédant l'opération passèrent, ce ne fut pas comme des jours, mais comme un temps différent. Lourd, lent, avec des moments suspendus entre les battements de cœur. Naomi traversait chaque heure avec détermination, comme si le simple fait de se préparer pouvait d'une manière ou d'une autre contrôler l'incontrôlable. Elle lavait tous les vêtements de Mia, étiquetait ses tasses à bec, emportait des couvertures supplémentaires, même si l'hôpital en fournissait beaucoup. C'était le genre d'activité qui remplissait le silence, quand les mots ne pouvaient atteindre la peur. David avait pris congé, il ne disait pas grand-chose, mais il était toujours là, préparant le petit déjeuner, répondant aux appels, tenant Mia dans ses bras. Mia pendant que Naomi s'éloignait pour pleurer dans la salle de bain. Il était devenu un monde tranquille au milieu d'une tempête et Naomi s'appuyait sur ce silence plus qu'elle ne l'admettait. Mia, inconsciente du poids que portaient ses parents, continuait son lent retrait du monde. Elle ne cherchait plus ses jouets et ne s'écriait plus avec enthousiasme lorsque les oiseaux passaient devant la fenêtre. Son énergie s'était éteinte. Elle s'asseyait plus souvent sur les genoux de sa mère, silencieuse, suçant doucement son pouce. Elle pleurait moins, non pas parce que la douleur avait disparu, mais parce que,
Même pleurer demandait un effort. Le matin de l'opération, ils arrivèrent à l'hôpital avant le lever du soleil. Les couloirs étaient silencieux et les lumières au sol brillaient doucement comme des étoiles. Naomi portait Mia contre sa poitrine, enveloppée dans une couverture jaune pâle. L'odeur de l'antiseptique les accueillit à la porte, propre, nette, indéniablement clinique. Ce n'était pas la peur qui l'envahissait alors, Naomi. C'était le sentiment que tout était fini. Ils s'enregistrèrent, signèrent des formulaires dont les noms ne leur semblaient plus les leurs, puis furent conduits dans la salle d'attente préopératoire. Une infirmière leur expliqua le déroulement des événements d'une voix calme et expérimentée. Mia serait à nouveau sous sédatif. L'équipe commencerait immédiatement. L'opération durerait plusieurs heures. Naomi acquiesça. Elle avait mémorisé ce script et l'avait répété dans sa tête, mais maintenant que c'était réel, chaque mot avait plus de poids que prévu. Lorsque le moment fut venu de remettre Mia, Naomi hésita. L'infirmière tendit doucement les bras, mais Naomi ne bougea pas. Elle baissa les yeux vers sa fille, dont les yeux mi-clos commençaient déjà à se fermer sous l'effet du pré-anesthésiant, et ressentit une douleur aiguë dans la poitrine, comme si un fil invisible était tiré au plus profond d'elle-même. Elle murmura quelque chose, puis lâcha prise. Mia l'entendit et lâcha prise. Les portes de la salle d'opération se fermèrent lentement, et, en un instant, elles se retrouvèrent de l'autre côté. Elles attendirent dans une petite pièce avec 2 chaises et une machine à café qui sifflait toutes les 20 minutes. David faisait les 100 pas en silence. Naomi était assise, les mains serrées si fort que ses jointures étaient blanches. Le temps s'écoulait à nouveau de manière étrange, élastique et imprévisible. Dehors, le matin avait laissé place à midi. Une infirmière entra et dit « Tout se passe bien. Aucune complication pour l'instant. » Naomi acquiesça mais ne répondit pas, incapable de se concentrer. Son esprit repassait en boucle les images qu'elle avait vues sur Internet, des schémas représentant des tumeurs logées profondément dans la cavité buccale, avec des nerfs qui s'étendaient comme des racines d'arbres. Elle se demandait ce que le chirurgien voyait à présent. Elle se demandait à quel point ils étaient proches du but, de la capacité de Mia à parler, à manger, à rire. Puis la porte s'ouvrit à nouveau, mais cette fois, ce n'était pas l'infirmière. Le docteur Heroda entra dans la salle d'attente avec un calme qui contrastait avec les battements de cœur de Naomi. Il marchait lentement, délibérément, comme s'il était conscient que chaque pas vers eux avait un poids différent. Naomi se leva avant qu'il ne puisse parler. Ses yeux cherchèrent des réponses sur son visage avant qu'il n'ait donné la moindre explication. Il hocha une fois la tête, puis leur fit signe de s'asseoir. Il expliqua que l'opération s'était déroulée comme prévu. La tumeur avait été encapsulée, ce qui signifiait qu'elle ne s'était pas propagée au tissu environnant, mais elle était profondément enfoncée dans le palais mou, emmêlée aux muscles délicats responsables de la parole et de la déglutition. Il avait fallu beaucoup de temps et de précision pour la séparer avec soin afin d'éviter d'endommager les nerfs. Naomi écoutait, absorbant chaque syllabe. Les mots ne flottaient pas, ils s'enfonçaient lourdement et définitivement. La masse était de la taille d'un gros grain de raisin, mais sa structure était complexe. Elle contenait plusieurs types de tissus, des follicules pileux, des matières sébacées et même des strass d'émail. C'est ce qui la rendait inhabituelle. C'est ce qui en faisait un tératome bénin. Ce mot avait le poids d'un miracle. Mia avait été transférée en salle de réveil et était encore sous anesthésie légère. Elle se réveillerait bientôt, désorientée et peut-être dans la douleur. Mais le pire n'était passé. Le médecin avait dit que le reste était en voie de guérison. Naomi n'avait pas pleuré. Pas à ce moment-là. Pas quand il avait prononcé ces mots. Pas à ce moment-là. David lui serra la main. Son corps était encore sous le choc. Elle remercia le médecin, acquiesça et laissa ses paroles se poser tranquillement quelque part au fond d'elle-même, où elle pourrait les déballer plus tard. Ils avaient le droit de voir. Mia. 1 heure plus tard. La pièce était silencieuse, à l'exception du rythme régulier des moniteurs qui émettaient une douce mélodie de vie. Mia était allongée sur le lit étroit, pâle contre les draps blancs, un petit pansement près de la mâchoire supérieure. Ses mains étaient enveloppées dans un drap pour l'empêcher de bouger accidentellement. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait doucement. Naomi s'approcha lentement de sa fille, comme pour ne pas réveiller un rêve. Elle la toucha. La main de Mia murmura son nom. Pas encore de réponse, mais le rythme du moniteur restait calme et régulier. David se tenait à proximité, les observant toutes les deux. Il y avait quelque chose d'indicible dans son regard, un mélange de soulagement et de tristesse, de fierté et d'impuissance.
Ils restèrent là pendant des heures, changeant de chaise, remplaçant les poches de glace, brossant les cheveux de Mia avec des doigts doux. Les infirmières allaient et venaient, ajustant les tubes, vérifiant les signes vitaux, mais Naomi les remarquait à peine. Son monde s'était réduit à ce lit d'hôpital. Mia s'est réveillée brièvement cette nuit-là, ouvrant les yeux pendant quelques secondes. Elle n'a pas pleuré, elle n'a pas parlé. Elle a seulement regardé sa mère, puis a refermé les yeux. Ce regard, dira plus tard Naomi, en disait plus long que tous les mots du monde. Ils ont passé 3 nuits à l'hôpital. Chaque jour apportait de petits changements. Mia buvait de l'eau à l'aide d'une seringue, puis dans une petite tasse. Elle clignait davantage des yeux et cherchait la main de sa mère. Le gonflement de sa bouche commençait à s'atténuer lentement, révélant le travail accompli. Le docteur Hiro vint leur rendre visite le 3e matin. Il expliqua que même si la tumeur avait été retirée avec succès, le combat n'était pas terminé. Mia aurait besoin d'un soutien, d'une orthophonie, d'exercices buccaux et peut-être d'une rééducation alimentaire en fonction de la récupération de ses muscles. Naomi acquiesça. Elle était prête à affronter davantage, car cela signifiait que Mia était toujours là. Mia était toujours là, toujours en train de se battre, toujours en train de grandir. Ils rentrèrent chez eux cet après-midi-là. Le soleil brillait pour la première fois depuis des jours, chaud et doré, touchant les fenêtres de l'hôpital comme une bénédiction silencieuse. Naomi porta Mia à travers le hall, passant devant les rangées de chaises où d'autres parents attendaient. D'autres craintes surgirent. Elle ne les regarda pas. Elle serra sa fille contre elle et s'avança vers l'inconnu, non sans crainte, mais plus seule. Le retour à la maison semblait irréel. Les murs de leur appartement, autrefois familiers et chaleureux, semblaient désormais plus silencieux, comme s'ils retenaient de leur souffle, Naomi et David. Chaque recoin résonnait de l'écho de l'absence. Les jours passés à l'hôpital, les nuits blanches, le pouls de la peur qui vibrait dans les pièces. Et pourtant, le poids dans la poitrine de Naomi avait changé. Il n'avait pas complètement disparu, mais il avait changé de forme. Ce n'était plus le tranchant de la peur, mais quelque chose de plus lent, de plus profond, quelque chose qu'elle pouvait nommer. Mia dormait beaucoup ces premiers jours, son corps se rétablissant petit à petit. Naomi passait la plupart de son temps assise à côté de son berceau, observant le rythme lent de sa respiration, suivant le mouvement de sa poitrine qui se soulevait et s'abaissait, comme si elle essayait de mémoriser la vie elle-même. Elle avait encore des ecchymoses sur la joue, qui gonflaient et disparaissaient, mais elle pleurait moins. Les mains de Mia n'étaient plus crispées par la douleur. Ses lèvres murmuraient pendant ses rêves, comme si ses souvenirs erraient encore quelque part à l'intérieur d'elle. L'hôpital les renvoya chez eux avec un dossier contenant les notes chirurgicales, des instructions et un rapport pathologique en cours. Naomi ne l'ouvrit pas tout de suite. Non pas parce qu'elle avait peur de ce qu'il contenait, mais parce qu'elle avait besoin d'une journée, une seule, pour vivre sans nouveaux termes, sans le poids d'un langage conçu pour la précision clinique et la distance émotionnelle. Mais le lendemain matin, pendant que Mia faisait la sieste, Naomi ouvrit le dossier. Naomi déplia les documents. Elle les étala sur la table de la cuisine, le papier craquant sous ses doigts. Le résumé chirurgical était clair. Excision complète, aucune complication, pronostic de guérison favorable. Mais c'est le rapport pathologique préliminaire qui la stoppa. Territoire mature composé de multiples éléments de la couche germinative, structures ectodermiques confirmées, fragments de follicules pileux, épithélium kératinisé, tissu dentaire précoce encapsulé, aucune transformation maligne observée. Naomi le lut 3 fois, lentement, délibérément. Elle s'attendait à quelque chose d'inhabituel. Mais le lire noir sur blanc, confirmant que sa fille avait abrité une collection de tissus mal formés dans sa propre bouche, était tout autre chose. Ce n'était pas seulement rare, c'était presque inconnu à cet endroit et à cet âge. La littérature médicale qu'elle avait épluchée avant l'opération mentionnait des tératomes dans le sacrum, les ovaires, voire le cerveau. Mais dans le palais mou, c'était suffisamment rare pour être répertorié, étudié, mémorisé. Plus tard dans la journée, le docteur Hyota a appelé. Il a expliqué le résultat final de l'autopsie. La tumeur était un tératome mature de nature bénigne mais complexe dans sa formation. Elle s'était probablement développée dans l'utérus à la suite d'une mauvaise communication cellulaire au début de la vie embryonnaire. Des cellules destinées à devenir la peau, les dents, les cheveux, les structures identitaires, s'étaient au contraire nichées dans la cavité buccale. Un écho silencieux d'un dysfonctionnement du développement qui avait grandi tranquillement jusqu'à ce qu'il se fasse remarquer. Il parlait doucement, clairement, avec l'attention de quelqu'un qui savait ce que chaque mot pouvait signifier pour un parent.
Il n'y avait aucun signe de récidive, mais Mia devrait être suivie tous les 3 mois pendant la première année, puis moins fréquemment par la suite, par mesure de précaution. Naomi le remercia, puis s'assit seule dans la cuisine, fixant la tasse de thé qu'elle n'avait pas touchée. Elle repensa à ces mots, ectodermal, bénin, surveillance, mais surtout, elle repensa à Mia. Mia, à se demander comment quelque chose d'aussi étrange pouvait vivre en elle. Comment la douleur avait grandi, non pas à cause d'une infection ou d'une blessure, mais à partir d'une partie de son corps qui n'aurait jamais dû exister. Plus tard, lorsque David est revenu de la pharmacie, Naomi lui a montré le rapport. Il l'a lu en silence, la bouche serrée. Puis il l'a regardé, non pas avec panique, mais avec une sorte de respect. Ils savaient tous les deux à quoi ils avaient affaire. Ce n'était plus une ombre, ni une supposition, mais un nom. Et avec ce nom venait la clarté et une voie à suivre. Pas facile, pas garantie, mais une voie. Les semaines qui suivirent apportèrent un rythme différent, non plus dicté par la peur, mais par la vigilance. Naomi marqua le calendrier avec les rendez-vous. Séance de thérapie orale tous les 3 mois. Visite chez le nutritionniste. Chaque entrée était accompagnée d'un mélange de soulagement et de fatigue. L'inconnu avait désormais un nom, mais ses échos persistaient. Le corps de Mia guérissait lentement, perdant les signes du traumatisme. Le gonflement s'atténuait, les ecchymoses s'estompaient, mais manger restait difficile. Mia bougeait la mâchoire avec précaution et chaque tentative pour avaler ressemblait plus à une négociation qu'à un acte naturel. Naomi la nourrissait avec la même patience qu'elle réservait autrefois à ses berceuses, mesurant chaque cuillerée comme s'il s'agissait d'une offrande. La rééducation alimentaire a commencé dans une clinique à la lumière tamisée, non loin de chez elle. La thérapeute, une femme douce avec des années d'expérience, a introduit des exercices qui ressemblaient presque à des jeux, de petites cuillères, des jouets texturés, des chansons chantées en rythme avec les mouvements de la mâchoire. Au début, Mia a résisté. Elle pleurait, tournait la tête, s'accrochait à Naomi. Mais à la 3e séance, quelque chose a changé. Elle a ouvert la bouche avant qu'on le lui demande. Une petite chose, une chose profonde. Naomi pleura dans la voiture ce jour-là. Pas de tristesse, mais de soulagement d'avoir retenu tant de choses pendant si longtemps. David la soutint à sa manière, plus discrète. Il reprit le travail à temps partiel, mais organisa ses journées en fonction des séances de Mia. Le soir, il lisait des revues scientifiques et soulignait les passages sur la neuroplasticité chez les enfants après une opération et sur l'acquisition du langage. Il avait toujours fait face aux difficultés en s'appuyant sur ses connaissances. Naomi admirait cette attitude, même si elle n'arrivait pas à l'imiter. Une nuit, longtemps après, alors que Mia s'était endormie, Naomi s'assit à la table de la cuisine. Elle passa son doigt sur une impression papier montrant le taux de croissance des tératomes chez les enfants et n'avait pas besoin de relire les chiffres. Elle les avait mémorisés. Mia s'était endormie, ils étaient assis ensemble à la table de la cuisine. Naomi suivait du doigt une impression montrant le taux de croissance des tératomes dans les cas pédiatriques, mais elle n'avait pas besoin de la relire, elle avait mémorisé les chiffres. David a doucement écarté le papier. Il a tendu le bras par-dessus la table, a pris sa main et l'a serrée dans les siennes. Ils n'ont pas parlé. Ils n'en avaient pas besoin. À ce moment-là, le silence était plus complet que les mots, mais il y avait encore des moments où Naomi craignait que le passé ne revienne. Un repas sauté, un nouveau cri, une crise pendant le brossage des dents. Son esprit anticipait les faits, empruntant des chemins éclairés par la mémoire. Elle avait appris à respirer pour se rappeler que la vigilance ne signifiait pas nécessairement la peur. Elle n'était plus impuissante. Le 2e rendez-vous de suivi apporta une autre nouvelle. La plaie avait très bien cicatrisé. Il n'y avait plus de masse résiduelle ni de signes d'inflammation. Le Dr. Eroda était satisfait. Mia avait dépassé toutes les attentes. Naomi sourit lorsqu'il le dit, mais au fond d'elle-même, elle se demanda « Y avait-il un prix à payer pour avoir dépassé les attentes ? Mia avait-elle perdu quelque chose en cours de route, une partie de son innocence, une partie de sa légèreté ?» Puis, un matin, sans que personne ne lui demande, Mia parla. Ce n'était pas son premier mot, techniquement parlant, mais c'était son premier mot depuis l'opération. D'une voix faible et assurée, elle nomma un oiseau à l'extérieur de la fenêtre. Naomi se figea. Puis elle rit, un son qui la surprit elle-même. Elle appela David dans l'autre pièce, et ensemble, ils regardèrent Mia parler à nouveau. Pas clairement, pas fort, mais sans aucun doute. C'était un début. Ils commencèrent à faire de petites sorties au parc et à la bibliothèque du quartier. Mia montrait à nouveau de l'intérêt.
Elle touchait les fleurs, montrait les livres. Son rire était revenu, moins souvent, mais suffisamment pour rappeler à Naomi que tout était possible, que la joie pouvait renaître même après la douleur. Le soir, Naomi reprit son journal, mais ses notes avaient changé. Ce n'étaient plus des listes de symptômes ou de questions. Elles contenaient désormais des moments. Mia avait dit « ciel aujourd'hui ». Elle avait levé les yeux lorsqu'un avion était passé, ou elle avait souri en mâchant. « Je n'ai pas pleuré avant qu'elle ait fini toute la banane ». Le temps n'effaçait pas ce qui s'était passé. Il le gravait plus profondément. Mais chaque jour, les contours s'adoucissaient. Ce n'était pas oublié, mais vécu. Lors d'une de ses dernières séances de thérapie, Mia s'est assise bien droite et a mangé la moitié d'un sandwich toute seule. La thérapeute a souri et a regardé Naomi. « Elle ne se remet pas seulement », a-t-elle dit doucement. « Elle s'épanouit. » Naomi a hoché la tête en retenant ses larmes. Elle voulait y croire. Elle y croyait. Plus tard dans la nuit, David a accroché un nouveau calendrier au mur. Plus de rendez-vous à l'hôpital, plus de séances hebdomadaires, juste des anniversaires. David accrocha un nouveau calendrier au mur. Plus de rendez-vous à l'hôpital, plus de séances hebdomadaires, juste des anniversaires, des courses et un petit autocollant sur une date. Ses premiers mots, ce n'était pas la fin, mais enfin le milieu de quelque chose de nouveau. La guérison, en fin de compte, n'était pas un retour. C'était un règlement de compte. Dans les jours qui suivirent l'opération de Mia, Naomi s'était accrochée à l'idée que les choses allaient progressivement se remettre en place. Elle imaginait une lente remontée, difficile, oui, mais constante. Un rythme quotidien, l'opération de Mia, Naomi s'était accrochée à l'idée que les choses allaient progressivement rentrer dans l'ordre. Elle imaginait une lente remontée. Difficile certes, mais régulière, un rythme quotidien d'amélioration petit à petit. Ce à quoi elle ne s'attendait pas, c'était le plateau. La façon dont les progrès pouvaient stagner, baisser, voire s'inverser. Elle avait appris que la guérison n'était pas une ligne droite, c'était une spirale. Et certains jours, elle avait l'impression qu'il reculait. Mia a de nouveau refusé de manger. Au début, Naomi pensait que c'était à cause des médicaments, des antibiotiques, des analgésiques. Ils émoussaient en l'essence et perturbaient l'appétit. Mais même après la fin du traitement, Mia repoussait la cuillère, les lèvres serrées, les yeux méfiants. Naomi a tout essayé. Une soupe chaude, de la banane écrasée, même du lait maternel au biberon. Mais Mia détournait la tête à chaque fois, dans un silence qui criait plus fort que les larmes. Naomi sentait la panique revenir, envahir ses pensées comme un brouillard. Pas encore, pas après tout ce qu'elles avaient traversé, pas après avoir fait tant de progrès. Les médecins étaient imprudents. Ils lui rappelaient que l'aversion orale était courante après un traumatisme chirurgical chez les nourrissons et les tout-petits, que ce n'était pas de la rébellion, que sa fille n'était ni ingrate ni têtue. Elle avait peur. Son corps se souvenait de la douleur, même si elle n'avait pas encore retrouvé l'usage de la parole. Pourtant, Naomi ne pouvait s'empêcher de le prendre personnellement. Chaque refus ébranlait son calme. Chaque assiette intacte était vécue comme un échec. Elle a arrêté de cuisiner des repas complets, préférant des textures molles et de courtes tentatives. Elle a recommencé à noter tout ce que Mia mangeait, comme elle le faisait il y a quelques mois, son carnet redevenant un registre silencieux de ses inquiétudes. David a remarqué le changement. Il voyait dans ses yeux que sa fatigue s'était accentuée, non pas à cause du manque de sommeil, mais de l'érosion de l'espoir. Il a fait ce qu'il pouvait. Il a pris en charge les tâches matinales. Il s'asseyait avec Mia pendant la thérapie. Il l'encourageait, lui offrait même des sourires. Mais Naomi se sentait se replier sur elle-même, enveloppée d'une fatigue que le sommeil ne pouvait apaiser. Ils se sont disputés pour la première fois depuis des semaines. Ce n'était pas bruyant, ce n'était pas cruel. Mais les mots qui ont été prononcés sur les efforts, l'épuisement, les attentes ont fait mal. David a évoqué le retour au travail à temps plein. Naomi a répondu par un silence qui a duré une journée. Ce n'est pas l'opération qui les a brisés, c'est ce qui a suivi. Un après-midi, Naomi se retrouva dans la salle de bain, fixant son reflet dans le miroir. Elle avait l'air plus âgée, pas seulement fatiguée, mais fanée. Elle ne s'était pas maquillée depuis des semaines. Ses cheveux étaient attachés, non par commodité, mais par désintérêt. Elle toucha son visage doucement, comme pour retrouver la femme qu'elle était autrefois. Cette nuit-là, Mia pleura dans son sommeil. Naomi se précipita, la prit dans ses bras et la berça doucement dans l'obscurité. Elle lui murmura des chansons, non pas pour la calmer, Mia, mais pour se calmer elle-même. À ce moment-là, elle a réalisé que sa fille n'était pas la seule à se remettre. Elle aussi,
Le lendemain matin, Naomi a pris une décision. Elle a appelé le thérapeute, non pas pour annuler, mais pour demander de l'aide pour elle-même. Elle a pris rendez-vous avec un conseiller spécialisé dans les traumatismes postnataux. C'était un acte de courage discret, sans fanfare, juste un simple coup de fil. David n'a pas posé de questions. Quand elle lui a dit, il a simplement hoché la tête. Ce soir-là, il est rentré à la maison avec sa pâtisserie préférée, achetée à la boutique du coin. Elle est restée sur le comptoir pendant des heures avant qu'elle ne se décide à la manger. Le thérapeute a rappelé à Naomi qu'élever un enfant pendant une crise médicale n'était pas naturel. C'était une question de survie, et la survie avait un prix. La culpabilité, le chagrin, la colère, l'engourdissement. Ce n'étaient pas des signes de faiblesse, c'étaient des signes d'endurance. Naomi a recommencé à écrire, pas des notes médicales, pas un calendrier, mais des pensées, des sentiments, des souvenirs, le genre d'écrit qui ne mesurait pas les progrès en calories ou en grammes, mais en respiration et en limites franchies. Et petit à petit, quelque chose a changé. Mia a accepté quelques gorgées de bouillon, puis la moitié d'un biscuit, puis une bouchée de banane. Ce n'était pas une percée, mais un début. La différence était subtile, mais Naomi avait appris à repérer ces petites victoires rebelles. Elles étaient encore au fond des bois, mais elles avaient désormais un sentier et la lumière, même si elle était faible, était bien réelle. La guérison n'est pas arrivée dans Fanfare. Elle est venue par petits morceaux, si petites qu'ils passaient presque inaperçus. Mais Naomi les voyait. Elle les voyait dans la façon dont Mia recommençait à fredonner pendant le bain, un son doux comme le vent dans les feuilles. Elle les voyait dans la façon dont sa fille étendait la main vers sa cuillère. Ses doigts maladroits s'enroulaient autour du manche en plastique avec détermination, même si le contenu se renversait avant d'atteindre sa bouche. Le thérapeute alimentaire avait dit que cela prendrait du temps, que la régression faisait partie du processus. Mais maintenant, les progrès suivaient leur propre rythme. Mia mâchait avec concentration, sa mâchoire bougeant doucement de manière répétitive. Il y avait encore de l'hésitation dans ses yeux, parfois un éclair de souvenir peut-être, mais cela ne l'arrêtait pas. David l'avait remarqué aussi. Il avait commencé à rentrer plus tôt à la maison, trouvant des excuses pour quitter le travail avant le coucher du soleil. Naomi ne lui demandait pas pourquoi. Elle mettait simplement 3 assiettes au lieu de 2. Les bonsoirs. Mia finissait presque la moitié de son assiette. Les très bonnes nuits, elle en redemandait d'un simple signe de tête ou d'un coup de cuillère. Ils avaient repris leur promenade dans le quartier, d'abord courte, autour du pâté de maison, puis un peu plus loin, jusqu'à l'épicerie du coin et au petit parc avec l'étang aux tortues. Mia, qui marchait à nouveau plus sûrement, s'arrêtait souvent pour montrer les fleurs, les chiens, les nuages. Elle n'avait pas encore retrouvé l'usage de la parole, mais sa curiosité était revenue. Et cela rendait Naomi heureuse. Elles ont commencé à mieux dormir. Pas toutes les nuits, mais la plupart du temps. Le babyphone ne réveillait plus Naomi avec des pleurs fantômes. Elle rêvait à nouveau des rêves doux et fragmentés, non pas de médecins ou d'aiguilles, mais de vieux souvenirs. Elle tenait Mia dans ses bras pour la première fois et regardait David danser dans la cuisine. La façon dont la lumière du soleil inondait autrefois le sol de leur salon, un dimanche matin paresseux. Les séances de thérapie ont également aidé. Naomi a commencé à reconnaître le poids qu'elle portait non pas comme une faiblesse, mais comme une preuve de survie. Le thérapeute l'a guidée avec douceur, la libérant de la culpabilité qu'elle ne savait pas avoir enfouie sous sa peau. Et à chaque séance, Naomi se sentait revenir, non pas à qui elle était avant, mais à quelqu'un de plus profond, quelqu'un remodelé par l'endurance. Un soir, après que Mia soit allée se coucher, Naomi se tenait dans la cuisine, séchant la vaisselle. David la rejoignit, prenant une assiette sans dire un mot. Ils travaillèrent côte à côte, le silence entre eux doux, Mia s'était couchée. Naomi se tenait dans la cuisine en train de sécher la vaisselle. David la rejoignit et prit une assiette sans dire un mot. Ils travaillèrent côte à côte. Le silence entre eux était doux, pas tendu. Lorsque la dernière assiette fut rangée, Naomi s'appuya contre le comptoir et le regarda. Il n'y avait rien de particulier à dire, pas de prise de conscience dramatique ni d'excuses, juste la reconnaissance silencieuse d'être arrivé jusqu'ici. Il sourit légèrement mais sincèrement. Ce week-end-là, ils se rendirent chez le pédiatre pour un suivi. Le poids de Mia s'était stabilisé. Elle avait pris 1 kilo au cours du mois précédent, un chiffre qui semblait être une victoire. Le médecin avait noté une amélioration du tonus de ses muscles maxillaires et des réactions plus fortes dans son réflexe palatal. Mais surtout, il avait dit qu'elle semblait heureuse. Ce mot resta gravé dans l'esprit de Naomi pendant le reste de la journée. Heureuse, pas guérie, pas docile, pas en voie d'amélioration, juste heureuse. N'était-ce pas là le but depuis le début? Ils ont fêté cela en s'arrêtant dans une boulangerie.
Naomi a laissé Mia choisir. Elle a pointé du doigt un petit pain à la crème jaune et moelleux. Naomi en a cassé un morceau, l'a tendu à sa fille et l'a regardé mâcher lentement, les yeux grands ouverts, puis sourire. C'était la première fois que Mia souriait en mangeant depuis le début de l'aventure. Ce moment était calme, sans drame, mais pour Naomi, il représentait tout. Plus tard dans la nuit, Naomi sortit son journal. Elle le feuilleta, parcourant les notes, les peurs, les fragments de pensée, et trouva une page blanche vers la fin. Elle y écrivit une seule phrase. Elle souriait en mâchant. Ce n'était pas la fin de l'histoire. Ce n'était même pas le point culminant, mais c'était un repère. Un moment auquel elle reviendrait encore et encore chaque fois que le doute s'installerait. Car la vérité était qu'il y aurait encore des défis à relever. Mia aurait besoin de rattraper son retard dans le langage. Elle garderait peut-être toujours une trace de son traumatisme initial dans sa façon d'aborder le monde. Mais Naomi ne considérait plus ses possibilités avec crainte. Elle les voyait désormais comme faisant partie d'un paysage plus vaste et plus riche. Un paysage certes complexe, mais aussi résilient, rempli des rires redécouverts et de la force tranquille de 3 personnes qui avaient traversé une épreuve immense et en étaient sorties indemnes. Même si les petites victoires de Mia commençaient à s'accumuler, ses bouchées hésitantes, ses fredonnements enjoués, ses tentatives timides pour attraper sa cuillère, Naomi sentait autre chose monter sous la surface. Ce n'était plus de la peur. Pas exactement, c'était de la lassitude, le genre de lassitude qui s'installe profondément et fait partie du rythme du corps. Le genre qui ne pose plus de questions à voix haute parce qu'il est trop fatigué pour entendre les réponses. David avait repris le travail à temps plein et son retour avait apporté avec lui une certaine distance. Pas un retrait émotionnel, pas de la froideur, mais un mur invisible de nécessité. Ses heures de travail s'allongeaient, ses emails se faisaient plus fréquents. Naomi comprenait, les factures attendaient, l'assurance ne couvrait pas tout, la thérapie de Mia n'était pas gratuite. Mais même si elle comprenait, cela n'apaisait pas la douleur des longs après-midi passés seule avec une enfant qui pleurait parfois sans raison apparente. Il y avait des jours où Naomi oubliait de manger. Les heures s'écoulaient entre la lessive, la vaisselle et les tâches ménagères. Elle était devenue efficace, mécanique, une mère réglée comme une or, et une femme qui tenait le coup grâce à des listes. Le journal resta fermé pendant des jours. Le thé refroidissait avant qu'elle se souvienne qu'elle l'avait servi. Et Mia, belle et courageuse, le sentait. Les enfants le sentent toujours. Ils le sentent dans le silence qui précède une réponse. Dans la façon dont une mère cligne 2 fois des yeux avant de sourire dans un soupir silencieux, à la fin d'une chanson. Un soir, pendant un repas particulièrement difficile, Mia refusa à nouveau de manger. Pas seulement en détournant la tête, mais en pleurant. De grosses larmes. Naomi essaya de la calmer en l'encourageant doucement et en modifiant la texture des aliments, mais rien ne fonctionnait. Mia a poussé le bol de la table. Il s'est brisé. La soupe s'est répandue sur le sol. Naomi s'est figée. Quelque chose en elle s'est brisé, pas bruyamment, silencieusement, comme le verre qui se brise sous une pression lente. Elle n'a pas crié, elle n'a pas pleuré. Elle est simplement restée debout, à regarder le désordre, puis elle a quitté la pièce. Elle a fermé la porte de la salle de bain derrière elle, s'est assise sur le carrelage froid et a senti le poids de chaque instant qu'elle avait porté depuis la première fois. Mia pleura à la vue d'une cuillère. Elle la serra contre sa poitrine comme une ancre. Elle voulait être forte. Elle avait toujours été forte. Mais même la force a ses limites. Plus tard dans la nuit, David rentra à la maison et trouva la cuisine nettoyée et le sol sec. Mia dormait. Naomi était assise sur le canapé, les yeux fixés sur l'écran de télévision éteint. Il lui demanda comment s'était passée sa journée. Elle ne répondit pas. Le silence entre eux était nouveau. Ce n'était pas le silence confortable qu'ils partageaient autrefois lorsqu'ils lisaient ensemble ou regardaient la pluie. C'était le silence de la distance entre 2 personnes trop épuisées pour se rapprocher. Les jours passèrent. Naomi fonctionnait ou allait en thérapie. Elle parlait d'une voix calme. Elle souriait quand il le fallait. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était refroidi. Pas l'amour, pas l'espoir, mais la présence. Elle était là, mais pas entièrement. David l'a remarqué. Il a commencé à se lever plus tôt pour préparer le petit déjeuner. Un soir, il a ramené des fleurs à la maison, des tournesols, les fleurs préférées de Naomi. Elle l'a remercié, les a mises dans un vase et a repris le pliage du linge. Ce n'était pas qu'elle ne l'appréciait pas. C'était juste que cette appréciation ne lui suffisait plus. Ils survivaient côte à côte, mais pas ensemble. Puis la tempête est arrivée, une tempête littérale. La pluie martelait les fenêtres pendant des heures, le tonnerre grondait sans fin.
Mia ne pouvait pas dormir. Elle pleurait à chaque coup de tonnerre, le corps tendu, les mains agrippées à la chemise de Naomi comme à une bouée de sauvetage. Naomi la serrait doucement dans ses bras dans l'obscurité, lui murmurant des mots rassurants auxquels elle ne croyait pas vraiment. David apparut dans l'embrasure de la porte, ne dit rien, puis traversa la pièce et les enlaça toutes les deux. Ce n'était pas un discours, ce n'était pas une percée, c'était un moment. Naomi s'est appuyée contre lui, le poids de leur épuisement commun pesant sur eux. Pour la première fois depuis des semaines, elle ne se sentait pas seule. Ils sont restés ainsi pendant ce qui leur a semblé être une éternité. La tempête à l'extérieur faisait écho à celle qu'ils portaient en eux depuis des mois. Et quand elle s'est calmée, quand Mia s'est enfin endormie et que la pluie s'est transformée en murmure, Naomi a expiré. Ce n'était pas fini, mais quelque chose avait changé. Le lendemain matin, après la tempête, le calme était différent. Ce n'était pas seulement l'absence de tonnerre, mais quelque chose de plus subtil. L'air semblait plus doux, comme s'il avait lui aussi expiré. Naomi se réveilla et découvrit Mia encore endormie, blottie paisiblement sous sa couverture, un bras replié sous la joue. David était dans la cuisine en train de préparer le café. Il n'y avait ni précipitation ni réveil, juste le silence. Naomi s'enveloppa dans un pull et le rejoignit. Ils ne parlaient pas, mais leurs mouvements se reflétaient. Les tasses se remplissaient, les cuillères remuaient le lait, se passaient sans un mot. Ce ressemblait à de la mémoire musculaire, et peut-être que cela suffisait pour l'instant. Plus tard dans la journée, Mia se réveilla pleine d'énergie. Naomi ne l'avait pas vue depuis des semaines. Elle babillait doucement, sans queue ni tête, mais avec intention. Ses doigts bougeaient avec détermination tandis qu'elle cherchait des blocs, puis des crayons. Naomi s'assit par terre à côté d'elle, la regardant en silence. Stupéfaite, ce n'était pas un changement spectaculaire. Mia n'a pas soudainement commencé à parler par phrases complètes ou à manger des repas entiers, mais quelque chose avait changé. Une légèreté était revenue dans ses pas, une étincelle dans ses yeux. Elle semblait plus présente, plus ancrée dans le monde qui l'entourait. Et dans cette présence, Naomi a retrouvé la sienne. David les a rejointes cet après-midi-là. Il s'est assis à côté de Mia qui feuilletait un livre de coloriage. Mia a attrapé le crayon rouge et l'a placé dans sa main. Puis elle a regardé Naomi et lui a souri. Un vrai sourire, naturel, sincère. Naomi a senti sa gorge se serrer. Plus tard dans la soirée, pendant le dîner, Mia les a surpris tous les deux. Naomi avait préparé un repas simple, purée de patates douces, riz moelleux et carottes vapeur. Elle a apposé l'assiette devant Mia avec un espoir prudent, s'attendant à l'hésitation habituelle. Mais Mia n'a pas hésité. Elle a pris sa cuillère, l'a plongée dans la purée de patates douces et l'a portée à sa bouche. Elle mâcha lentement, les yeux grands ouverts, puis, sans qu'on lui demande, elle prit une autre bouchée. Naomi se figea, retenant son souffle. David jeta un coup d'œil tout aussi immobile. Puis Mia les regarda comme si elle réalisait que quelque chose avait changé et applaudit doucement. Un geste qu'elle avait appris il y a des mois et oublié pendant les moments les plus douloureux. Naomi eut un petit rire surpris qui se transforma en sanglots. Ce n'était pas la nourriture, ce n'était même pas le fait de manger, c'était le moment, l'étincelle, le signe que Mia continuait d'avancer, non pas à grands pas, mais à petits pas indéniables. Ce soir-là, Naomi écrivit à nouveau dans son journal. Elle décrivit la cuillère, le sourire, les applaudissements discrets. Elle souligna une phrase. Elle mangea sans crainte. Le lendemain, ils se rendirent tous ensemble au parc. Le soleil brillait, mais sans être trop fort. Les oiseaux dansaient dans l'herbe. Mia marchait à côté d'eux en leur tenant la main. À un moment donné, elle lâcha prise et courut devant, ses pas encore hésitants, mais assurés. Naomi et David la regardaient côte à côte, leurs mains se frôlant tandis qu'ils marchaient. Le silence entre eux n'était plus vide, il était rempli de tout ce qu'ils avaient enduré, de tout ce qu'ils avaient reconstruit. Et lorsque Mia se retourna, les joues rougies et les cheveux ébouriffés par le vent, Naomi ne vit pas l'enfant qui avait été malade, ni le bébé qui avait pleuré à chaque repas. Elle vit la fille qui s'était battue, qui leur avait appris à continuer, qui, à sa manière tranquille, les avait ramenés l'un vers l'autre. Toutes les histoires n'ont pas besoin d'un grand miracle. Certaines n'ont besoin que d'une petite main, d'une cuillère, d'un sourire, d'une famille qui n'est pas parfaite, mais qui guérit. Et dans cette guérison, ils se sont retrouvés. Mia a grandi, pas soudainement, pas à pas, mais au rythme régulier et persistant d'une enfant qui redécouvre son monde. Ses pas sont devenus plus fermes, ses mots sont venus par grappes, d'abord des sons, puis des syllabes, puis des phrases. Elle riait davantage, pas seulement avec sa bouche, mais avec tout son visage.
L'enfant qui pleurait autrefois à la vue d'une cuillère dansait maintenant dans la cuisine en demandant des pommes, des crêpes, encore plus s'il vous plaît. Naomi observait tout cela avec un cœur qui avait appris à porter à la fois la joie et à la prudence. Chaque étape importante était une fête, certes, mais aussi un rappel de ce qui avait failli être perdu. Quand, lorsque Mia prononça sa première phrase complète, « Maman, je veux du jus », Naomi s'excusa, se rendit dans le couloir et pleura silencieusement, adossée contre le mur. Certaines choses changèrent de façon permanente. Mia développa des sensibilités à certaines textures, aux bruits forts, aux lumières inattendues. Elle n'aimait pas le dentiste, sursautait lors des examens de routine et avait besoin de plus de temps pour faire confiance. Mais elle est aussi devenue incroyablement intuitive. Elle sentait quand Naomi était fatiguée, quand David était stressé, quand le sourire d'un étranger était forcé. Elle savait lire dans les pensées avant même de savoir lire correctement. David l'avait remarqué aussi. Il appelait cela sa sagesse tranquille. Pas celle qui vient avec l'âge, mais celle qui vient de l'expérience, celle que la plupart des enfants n'ont pas. Il trouvait souvent Mia assise en silence à la fenêtre, observant le monde avec un calme qui la faisait paraître bien plus âgée que son âge. La maternelle a apporté de nouveaux défis. Mia était vive, observatrice et curieuse, mais elle avait du mal avec certains exercices oraux. Son élocution restait légèrement retardée et sa prononciation était imprécise. Naomi s'inquiétait. Elle a rencontré des enseignants, des thérapeutes et d'autres parents. Elle a rempli des formulaires, assisté à des ateliers et ajusté ses attentes. Mais Mia avait son propre rythme. Elle apprenait mieux en faisant. Elle imitait les chansons, les histoires et les expressions. Un jour, elle est rentrée à la maison et a chanté un couplet d'une chanson que Naomi ne connaissait pas. Ce n'était pas parfait, mais c'était à elle. Naomi et David ont appris à ne plus mesurer les progrès à l'aide de tableaux comparatifs. Ils les ont plutôt marqués par des moments. La première fois que Mia s'est présentée à un autre enfant. La première fois qu'elle a demandé à aider à mélanger la pâte à crêpes. La première fois qu'elle a montré une cicatrice sur sa gencive supérieure et a dit simplement « J'avais une bosse, là ». Il n'y avait aucune honte dans sa voix, seulement un fait. Ce soir-là, Naomi s'est assise sur le lit de Mia et lui a brossé les cheveux lentement tandis que la petite fille s'appuyait contre elle. La chambre était sombre, remplie de l'odeur des draps propres et de la lotion à la lavande. Naomi pensait à elle le lit de Mia, lui brossant lentement les cheveux tandis que la petite fille se blottissait contre elle. La pièce était sombre, emplie de l'odeur des draps propres et de la lotion à la lavande. Naomi repensa à l'hôpital, aux salles d'attente, à la peur qui lui avait semblé insurmontable. Et maintenant, elles étaient là, tressant les cheveux de Mia et lui chuchotant des histoires d'une manière qu'elle n'aurait jamais imaginée auparavant. David les rejoignit plus tard avec un livre que Mia adorait. Ils le lurent à voix basse, chacun à leur tour. Mia corrigeait leur voix lorsqu'elle ne correspondait pas à celles des personnages. Son sens de l'humour s'était aiguisé. Son timing était étonnamment parfait. Il riait, ce n'était plus un rire de soulagement, mais un rire de paix. Les années passèrent. Mia eut 5 ans, puis 6. Elle perdit sa première dent et insista pour que la petite souris lui écrive une lettre. Elle a appris à faire du vélo, d'abord en titubant, puis avec assurance. Elle peignait les plumes qu'elle ramassait et posait des questions sans fin sur les étoiles, les océans, et pourquoi les adultes pleurent parfois. Elle continuait à passer des examens annuels. Le scanner restait normal. Le médecin souriait davantage maintenant. Mia ne se souvenait pas de lui. Pas vraiment. Mais Naomi ressentait toujours un frisson de souvenir lorsqu'ils entraient dans ce bâtiment. L'odeur, les bruits, les échos persistaient même dans cet endroit sûr. Un après-midi de printemps, en rangeant un tiroir, Naomi trouva le vieux bracelet de l'hôpital, celui que Mia portait lors de son opération. Mia avait porté pendant son opération. Elle le tint délicatement entre ses doigts, suivant du pouce les lettres effacées. David entra, le vit et s'assit à côté d'elle. Ils restèrent silencieux pendant un moment. Ils n'avaient pas besoin de parler. Finalement, Mia s'approcha, curieuse. Naomi lui montra le bracelet. « C'était à toi, dit-elle doucement. Il y a longtemps. » Mia le retourna entre ses mains, l'examinant comme une pièce de puzzle. « J'étais courageuse, demanda-t-elle. Naomi acquiesça. « Tu l'es toujours ?» Mia sourit. Puis, sans cérémonie, elle le rangea dans sa boîte à souvenirs. Une petite boîte en fer blanc qu'elle utilisait pour conserver des plumes, des boutons et des talons de billets. Ce n'étaient pas des objets sacrés, mais elle y tenait beaucoup. Ils n'étaient pas lourds, mais elle les gardait précieusement. Naomi comprit alors que l'histoire de sa fille ne serait pas définie par la douleur. Celle-ci en ferait partie, certes, mais elle ne serait pas le titre principal.
L'histoire de Mia serait celle d'une enfant qui a grandi, non pas malgré les difficultés, mais grâce à elle. David avait dit un jour que ce qui les avait sauvés, ce n'était pas l'opération ou les scanners. C'étaient les moments ordinaires, les petits déjeuners partagés, les promenades, les nuits survécues, la conviction tranquille que demain viendrait. Et il était venu, encore et encore, des années plus tard. Naomi se surprenait parfois à regarder par la fenêtre, une tasse de thé à la main, Mia jouait dans le jardin. Il y avait un certain rythme dans ces moments, doux, improvisés, tissés par la lumière du soleil et le murmure tranquille de la vie quotidienne. Mia, désormais plus grande et plus sûre d'elle, évoluait dans le monde comme une fille qui avait connu quelque chose de plus profond que la plupart des gens, et Naomi la regardait non plus avec crainte, mais avec une sorte de révérence. Le souvenir de ses premiers jours ne s'était jamais effacé. Il ne subsistait pas comme une ombre, mais comme un contour doux, quelque chose qui façonnait la lumière. L'hôpital, l'opération, les nuits de silence et d'inquiétude. Ils avaient sculpté un espace à l'intérieur, Naomi pour des choses qu'elle ne s'était jamais crue capable de faire. L'endurance, la lucidité, le calme. Tout n'était pas revenu comme avant. Une partie d'elle avait changé pour toujours, mais tout changement n'est pas une perte. Parfois, lorsque Mia s'endormait tôt, Naomi ouvrait à nouveau le vieux journal. Les pages étaient douces sur les bords, usées par les doigts qui les avaient parcourues avec tristesse et espoir. Elle ne les relisait pas toutes, pas à chaque fois, mais elle s'arrêtait sur certaines lignes. Elle mangeait sans crainte ou souriait en mâchant et se souvenait du chemin parcouru. David avait changé lui aussi. Il riait davantage, plus profondément, plus lentement, comme s'il avait appris à étirer le temps pour mieux le savourer. Il ne remplissait plus ses week-ends de course et ne se précipitait plus pour prendre son petit déjeuner. Il faisait des crêpes le dimanche, lisait à Mia avant de la coucher et marchait aux côtés de Naomi d'un pas tranquille. L'homme qui avait autrefois recherché l'efficacité était devenu un adepte de la pleine conscience. Leur maison, autrefois remplie d'inquiétude, était devenue le théâtre de petits rituels. Le dîner à table, sans téléphone, avec de la musique en fond, parfois classique, parfois non. Les playlists amusantes de Mia, les promenades après le dîner quand il faisait beau, et les soirées tranquilles, tous les trois assis ensemble sans rien faire, parlant peu, simplement étant. Un après-midi de printemps, Naomi et Mia plantaient des fleurs dans le jardin. Mia avait choisi des marguerites. Naomi préférait la lavande. Elle travaillait côte à côte, les mains sales, le visage rougi par le soleil. À un moment donné, Mia leva les yeux et dit « Tu te souviens quand j'étais malade ?» Naomi s'arrêta et répondit doucement « Oui, je m'en souviens. »« Mais je ne m'en souviens pas, » dit Mia. « Mais mon corps s'en souvient. » Mia leva les yeux et dit « Tu te souviens quand j'étais malade ?» Naomi marqua une pause. « Oui, » dit-elle doucement. « Je m'en souviens. Pas moi, » dit Mia. « Mais je crois que mon corps s'en souvient parfois. Comme quand il y a trop de bruit ou quand je suis fatiguée, j'ai l'impression d'entendre des échos. » Naomi acquiesça. Elle comprenait que les échos n'avaient pas besoin d'un souvenir complet pour résonner. Mia sourit. « Mais je vais bien maintenant. » Et c'était vrai. Les années n'avaient pas effacé la lutte, mais elles en avaient adouci les contours. La peur avait laissé place à la gratitude, l'urgence à la réflexion. Naomi ne cherchait plus de signes de rechute dans chaque tout, chaque repas sauté. Elle avait appris à faire confiance, à la force de Mia et à la sienne. Un jour, lors d'une fête scolaire, Mia se tenait devant ses camarades de classe et récitait un poème. Sa voix était claire, forte, assurée. Naomi était assise au premier rang, le cœur battant, non pas de peur, mais de fierté. David lui tenait la main. Lorsque Mia eut terminé, il y eut des applaudissements. Mais ce dont Naomi se souvenait le plus, c'était la façon dont sa fille s'était inclinée avec grâce, sans crainte. Après coup, un parent demanda à Naomi si Mia avait déjà été timide. Naomi sourit. « Elle a toujours été forte, dit-elle, même si elle ne pouvait pas encore le montrer ce soir-là. » Naomi écrivit une dernière ligne dans son journal. Elle s'est tenue sur scène et a rempli la salle de sa voix. Elle ferma le livre, non pas parce que l'histoire était terminée, mais parce qu'elle était devenue autre chose, non plus le récit d'une survie, mais les fondements d'une vie. Parfois, les histoires les plus fortes ne sont pas celles qui comportent des rebondissements dramatiques ou des victoires grandioses. Parfois, ce sont les plus discrètes, celles qui grandissent lentement en arrière-plan, comme des racines invisibles et solides jusqu'au jour où elles s'épanouissent. Mia s'est épanouie. Et à travers son épanouissement, Naomi et David se sont retrouvés. Pas les personnes qu'ils avaient été, mais celles qu'ils avaient toujours été destinées à devenir. Ils avaient survécu, ils avaient grandi, et surtout, ils étaient restés. Après tout,
L'amour n'est pas seulement ce qui nous aide à traverser les moments les plus difficiles, c'est ce qui nous apprend à revivre après eux. Toutes les cicatrices ne sont pas visibles et toutes les guérisons ne sont pas accompagnées d'applaudissements. Mais parfois, les combats les plus discrets, ceux qui se livrent en silence, cuillère après cuillère, nuit après nuit, sont ceux qui définissent qui nous sommes vraiment. Si cette histoire vous a ému ou vous a rappelé votre propre parcours ou celui d'un être cher, faites-le nous savoir. Et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires vraies sur la force, la survie et le pouvoir extraordinaire de l'amour.